T'es pogné au volant de ta voiture pendant 7 heures, tu repousses ton départ. Mais là c'est l'heure, mets du gaz dans le char, pis du linge dans le sac. T'as besoin de renfort pour traverser le parc. Ça tombe assez bien, viens tu vas voir. C'est pas aussi loin que ce que les gens te laissent croire. La 117 c'est un pet, laisse-nous t'accompagner pour t'aider à la traverser, c'est la mission qu'on s'est donnée. Un café, de l'asphalte, 2 cafés des épinettes, 3 cafés, plein de lacs, cligne des yeux, après sac, ton maillot, un canot, canne à pêche, puis de pêche, pense à l'appareil photo de que tu vois des orignaux. La recette pour une balade parfaite, c'est le balado de la 117. Présenté par Westwood. Et on est de retour donc au balado de la 117 Westwood avec une belle brochette d'invités pour poursuivre votre voyage. Si vous nous écoutez en voiture, en route vers la région, bien, bienvenue parmi nous et bienvenue aussi à tous les autres. Donc, l'humoriste Cathy Gauthier qui est de retour à la co-animation. Oui. Bonjour. Rebonjour. Je n'étais pas parti loin. Non. On a aussi la chance d'avoir un des historiens les plus reconnus, réputés dans la région. Je suis bien content qu'il ait accepté notre invitation, l'historien Benoît Baudrigourt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On a aussi Jean-Loup David, qui est chercheur de la Corporation de la Maison du Moulon, donc qui est bien au fait de notre histoire ici dans la région, à Rouyn-Noranda plus spécifiquement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aussi. Et là, on fait une petite entourse à notre belle brochette d'historiens avec Louis-Paul Willis, qui est de son côté directeur de maîtrise en création numérique à l'UQAT. Premièrement, bonjour. Bonjour. Je vais expliquer un peu pourquoi on vous a invité dans le segment un petit peu plus historique. Là. On veut mettre en contexte un peu les gens sur notre région dans ce deuxième segment de l'émission. C'est qu'en fait, avec votre gang en création numérique il y a quelques années, vous avez monté des capsules qui étaient présentées justement dans le cadre du Festival du cinéma en 3 dimensions, oui. Rien de moins. On connaît la technologie ici en Abitibi-Témiscamingue et vous vous êtes penché précisément sur l'histoire de la 117. Exactement. Puis je trouvais ça super intéressant, justement, parce que c'est le balado de la 117, hein, on voit le lien, de vous inviter parce que, bon, vous êtes plongé profondément dans ce sujet-là, puis vous pouvez donc nous éclairer là-dessus. Et d'ailleurs, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a attiré à vouloir parler de la 117? Moi, je viens pas de la région, je viens de Montréal. Je me suis établi ici avec ma famille à Rouyn-Noranda quand j'ai eu un poste de professeur à l'UQAT. Et donc, la route, la 117, je la fais souvent. Notre famille est à Montréal. Beaucoup de nos amis y sont encore. Donc, je suis rapidement devenu quand même assez fasciné par cette... Bon, moi, d'emblée, j'ai toujours été fan des road trips. Là. Moi, j'aime conduire. Je pense que c'était une condition sine qua non pour s'établir ici tout en maintenant des liens à Montréal. Donc, rapidement, je suis devenu un peu fasciné par cette route-là dont on peut apercevoir des tronçons abandonnés par-ci, par-là. Ça m'a tout de suite intéressé en parlant avec des gens d'ici qui m'ont parlé de l'histoire, dans le temps, traverser le parc avec la guérite, fallait donner son nom en rentrant et en sortant. Ah oui? Je pensais que c'était un mythe, ça. Non, c'est très vrai. C'était en gravel. Bon, là, évidemment, on recule un certain temps. Là, mais bref. Donc, quand j'ai été responsable une première année des capsules du volet numérique là, au Festival du cinéma international, ici, la première année, on a fait un retour historique sur les salles de cinéma à Rouyn-Noranda. Okay. Ça m'avait plongé un peu dans les archives. Je suis professeur à l'université, mais pas du tout en histoire. Là. Non, c'est ça. Mais il reste que je dois avoir un petit côté geek à ce niveau-là. Et l'année d'après, ça a été mon idée de proposer... Vous autres, des microfiches, là, ça... ouais, on n'est plus là, mais c'est sûr que là, j'ai dû m'y replonger. C'est ça. Et la gang, là, Sébastien Tessier et ses collègues là, à la BANQ ici ont été d'une très grande aide, à la fois pour ces capsules-là sur les cinémas et leur histoire à Rouyn-Noranda, mais aussi l'année d'après, ça a été mon idée d'arriver avec au festival en leur disant hey, cette année, on pourrait faire quelque chose sur la route, là, parce que ultimement, le festival, lui aussi, reçoit plusieurs invités de l'extérieur qui souvent peuvent arriver en avion, mais aussi d'autres fois par la route. Donc voilà. Et est-ce que vous avez découvert aussi, moi, ce qu'on m'a dit, c'est en lien avec l'industrie minière, c'est que cette route-là suit une faille importante là, de gisement là, au niveau minier. Est-ce que vous en avez entendu? En Abitibi, oui. Parce que ce qui est aujourd'hui la 117 est en fait plusieurs routes à l'époque de l'ancien système de numérotation des routes au Québec. Ce qui traversait le parc, c'était la route 58, mais ce qui relie, dans le fond, Rouyn-Noranda
à l'ouest avec Louvicourt, bien ça, c'était la 46, si je ne m'abuse. Donc, bref, et cette route-là, oui, elle suit la faille de Cadillac, donc là, tous les villages, et certains villages qui sont disparus aussi, comme Pascalis. Donc, tout ça, ça suit... mais ça, les historiens autour de la table pourront en dire plus que moi, j'en suis sûr, là, mais voilà. Parfait. On va y revenir à la 117 parce qu'il y a quand même plusieurs choses à dire à ce sujet-là. J'irai vers Benoît. On en parlait tout à l'heure. Notre région est quand même jeune comparativement au reste du Québec. On a quoi, une centaine d'années à peu près? Des millions d'années. Oui, si on recule aux Algonquins. Il faut reculer aux Algonquins. Oui, bien sûr. On est une région jeune en termes de peuplement européen blanc. Mm-hmm. Mais l'occupation du territoire de la région de Rouyn-Noranda et de l'Abitibi-Témiscamingue remonte à... C'est ça, eux autres étaient là depuis 5000 ans. Je l'avais même mis dans ma question, mais là, sous l'énervement, je ne l'ai même pas dit. Mais malheureusement, on a tendance souvent à oublier, à écarter les premiers peuples. Mais ils vont être ici un petit peu plus tard. On a un segment dédié à eux, donc on va pouvoir vraiment en parler. Donc, après les Algonquins, c'est une ruée vers l'or, dans le fond, qui a amené les premiers immigrants après les Algonquins, là, l'immigration massive? L'arrivée des Blancs européens, essentiellement, c'est en relation avec la traite des fourrures. Hein, les postes de traite, Fort-Témiscamingue, Fort-Abitibi, la compétition entre les compagnies de fourrure, la compagnie de fourrure anglaise Hudson Bay Company et les marchands de fourrure français de Montréal. Donc, du côté du Témiscamingue, c'est ça, le fort Témiscamingue aussi? Pointe-Abitibi aussi, sur le lac Abitibi. Oui, ce qu'on appelle Pointe-Abitibi aujourd'hui, mais anciennement la Pointe aux Indiens, parce que Fort-Abitibi, le poste de traite de la Hudson Bay et la mission des Oblats, hein, et le poste de traite de la Hudson Bay, c'est un des postes de traite qui a duré le plus longtemps, qui a été fermé, je pense, au début 1921. Et les Oblats ont maintenu leur mission jusqu'à l'ouverture du pensionnat autochtone de Saint-Marc-de-Figuerie. Et là, on a assisté au déplacement de la communauté vers ce qui est aujourd'hui Picogan pour se rapprocher des familles, se rapprocher d'Amos et des familles. Parce qu'à l'époque, le groupe qui est au lac Abitibi est à la fois du côté ontarien et du côté québécois. Et suite à la Confédération, on a fait 2 groupes. Il y a un groupe du côté ontarien, je pense que c'est Wawagosik. Wagoshig, oui. Et le groupe Abitibi-Weenie, à Picogan. C'est pour ça qu'on a appelé ça au départ Abitibi-Weenie, Ontario, puis Abitibi-Weenie, Québec. Puis au départ, il y avait quand même une collaboration avec les premiers peuples. On a appris beaucoup de ces gens-là. Ils nous ont transmis énormément de leur savoir parce que les premiers Blancs qui sont arrivés ici, ils ont eu tout un choc là, côté météo et tout ça, je pense. Ils sont essentiellement les guides parce que c'est eux qui connaissent les voies de communication, qui sont essentiellement des voies d'eau. Et ça explique pourquoi un très grand nombre de rivières et de lacs en Abitibi-Témiscamingue portent des noms autochtones, principalement Anishinaabe, mais aussi Ojibwe. Il faut dire aussi que Abitibi-Témiscamingue, ça provient aussi des premiers Abitibi, Témiscamingue, Kippawa, Kenojivus, Macamic, Tutti Quanti, là, tu sais, Waswanipi, puis on peut faire un grand détour. Oui, sur la question des guides, j'allais juste dire, quand on pense à un poste de traite, souvent les gens vont s'imaginer que c'est un endroit où les Autochtones vont venir se rassembler, traiter la fourrure. C'est ça d'une part, mais il y a aussi l'aspect que les traiteurs vont aller au-devant des Autochtones pour aller chercher les fourrures. On appelle ça aller en dérouine, donc c'est aller sur les rivières, collecter la matière première pour la ramener au poste de traite. Donc oui, c'est certain que les Autochtones ont servi de guide dès l'an 1 de l'arrivée des Européens ici. Ça, on parle de quelle année à peu près pour placer les gens en contexte? La fondation du fort Témiscamingue, c'est la fin du 17e siècle, mais là, ils vont avoir des problèmes, ils vont le changer d'endroit, mais c'est en 1720 qu'on va le placer sur l'endroit actuel qui est la pointe Obadjiwan, qui est un endroit de rassemblement millénaire pour les
les Témiscamingues, les Anishinaabe du lac Témiscamingue. Okay. Et c'est à cet endroit-là qu'on va fonder le poste, qui est maintenant le fort Témiscamingue, qui est un musée un lieu Parc touristique, Canada, qu'on peut le dire. C'est super intéressant. C'est la fin du 17e siècle également. En tout cas, c'est quand le Chevalier de Troyes est venu 1686. 1686, l'expédition du Chevalier de Troyes. Avec les frères Lemoine d'Iberville et... c'est toute une belle aventure en canot, là, de portage et tout ça. C'est vraiment la fourrure, tout simplement, qui a attiré ces gens-là ici. Ouais, ben là, dans le cas du Chevalier de Troyes, d'une part, c'est la fourrure, mais c'est aussi aller déloger les Anglais des places stratégiques. Du territoire. Oui, occupation du territoire. C'est le marquage du territoire Nouvelle-France ou territoire appartenant à la Compagnie de la baie du Luçon, cédé par le gouvernement britannique. Donc, ils vont détruire les postes de traite et les forts anglais à la baie James, mais Fort Témiscamingue, le lieu, ils vont passer par là, et c'est des guides amérindiens qui leur indiquent la route à suivre, qui est la grande autoroute là, qui mène du bassin du Saint-Laurent au bassin de la baie du Luçon, et que dans notre région traverse à la hauteur du lac Opasatika et de Kanasuta, donc encore des toponymes d'origine Anishinaabe, entre la baie McCormick puis les trois lacs qu'on appelle lac Kanasuta, mais qui sont... n'existe pas. Le lac Kanasuta, ça n'existe pas. Parce qu'il faut bien penser que l'Abitibi et le Témiscamingue sont séparés par le haut des terres, donc l'endroit où l'eau coule vers la baie James et ensuite vers le sud. Le partage des eaux? Le partage des eaux. Okay. Donc, quand on arrive à la tête du lac Opasatika, comme Benoît dit, il n'y a plus de lac pour remonter. Donc là, on met le canot sur le dos, on s'en va au prochain lac qui descend vers la... Oui, qui fait les trois lacs là, qu'on appelle Kanasuta, là, le premier, le deuxième, le troisième. Rivière Kanasuta, lac du Parquet, rivière du Parquet, puis ainsi de suite, jusqu'au lac Abitibi. Donc, c'est pas par hasard qu'on a autant d'étendues d'eau ici dans la région. C'est un peu ça qui a amené les gens. Là. C'est la grande autoroute. Oui. Mais ce qui fait que dans ce qui est le territoire de la MRC Rouyn-Noranda, de la ville MRC, les établissements Anishinaabe ont été très, très limités, contrairement au Témiscamingue, où il y a quand même 4 établissements et réserves. En Abitibi aussi. Ici, il y a eu des établissements autour du lac du Faux, mais pas des lieux de rencontre aussi développés qu'au lac Témiscamingue et au lac Abitibi, parce qu'autour des postes de traite, c'est la vie entre les communautés qui se passe. Les Nipissing viennent commercer, les Cris viennent commercer, donc il y a des rencontres multi-groupes, il y a des mariages intergroupes. Beaucoup d'Anishinaabe marient des femmes Cris à cause de la transmission des territoires de trappe. Donc, ces lieux de rencontre-là servent aussi aux missionnaires et aux marchands de fourrure. Et comme tu disais, quand les Autochtones ne viennent pas assez régulièrement apporter fourrure au poste de traite parce qu'ils n'ont pas besoin d'échange, parce que leur vie se déroule assez bien, les compagnies vont faire en sorte à obliger les Autochtones à venir au poste de traite. Les compagnies de fourrure envoient des gens à la rencontre à l'intérieur des terres pour aller chercher la fourrure. Donc, c'est comme ça que ça se passe au début dans la région, l'arrivée des Blancs. Ensuite, c'est la forêt, le bois, à partir du sud du Témiscamingue. On parle de quoi, 1845, 1850, avec les grandes forêts de pins, lac Kipawa, sud du lac Témiscamingue. Il y a eu des bûcherons là, sur des pitounes. Là. On a eu ça dans... les cageux, au départ. OK. La pitoune, c'est beaucoup plus tard. La pitoune, c'est plus... les années 1920-1930. Parce que les gens confondent souvent, mais au début de l'industrie forestière, c'est le bois carré. Donc, comme Benoît dit, les cageux, c'est qu'on assemble du bois équarri. Là, c'est le gros pin. Là. Donc, ça, c'est pas de la pitoune. La pitoune, c'est plus tardivement, c'est le bois de pulpe, donc c'est l'épinette. Mais au départ, c'est le pin. C'est pas dans le Tropicana, ça, le bois de pulpe? Ça peut aussi. Et au départ, le bois de pulpe, ça va être du 16 pieds, ça va être du 12 pieds, du 8 pieds. Et à mesure que le bois est plus petit, on va y aller aux 4 pieds, la pitoune, et les outils vont changer.
Du Godin d'or, on va passer à ce qu'on appelle le boxa, la petite scie à lame, qui va devenir l'outil de base avec la hache jusqu'à l'arrivée de la scie mécanique. Et derrière les chantiers forestiers, va arriver des colons. Au Témiscamingue, Ville-Marie, c'est quoi? C'est 1886? 1868. Ah, ouais. Mais pourquoi ça a été si long entre l'arrivée et la fondation des villes? Parce que la plupart de nos villes sont centenaires là, ou approchent ou l'ont dépassé, mais on est tout autour de 100 ans au niveau des villes. Oui, encore une fois, il y a peut-être une question de géographie, c'est-à-dire que quand on est dans le bassin du Témiscamingue, on est vers la fin du 19e siècle, c'est ce qu'on va appeler le vieux Témiscamingue. Et là, c'est comme Benoît dit, la première impulsion qui va fonder le Témiscamingue, c'est l'industrie du bois. Ensuite, on va placer des colons, des agriculteurs, des habitants sur ce qu'on vient de défricher, en gros. Mais là, quand on tombe sur l'autre bassin versant de l'Abitibi, lui, il est compliqué. Comment est-ce qu'on se rend là? Comment on sort le bois? On peut pas le flotter parce que on peut le flotter seulement. Il va partir par jusqu'à la baie d'Hudson. Il va partir vers le nord. Donc là, c'est vraiment le train qui va arriver en 1900... Amos, 1912. Ouais. Donc là, l'arrivée du train va permettre de sortir le bois du bassin versant de l'Abitibi. Donc, avant l'arrivée du train, c'est pour ça qu'il n'y a rien en Abitibi, du moins qu'il n'y a pas de colons euro-canadiens de blancs en Abitibi. Ils sont limités au Témiscamingue parce qu'on arrive par les voies d'eau. OK. Ouais. Ah bon, ben c'est super. Puis, au Témiscamingue, au départ, c'est ce qu'on appelle des bûcherons voyageurs. C'est-à-dire, ils viennent bûcher l'hiver et ils repartent. Et vers le sud, vers leur région d'origine, qui sont l'Outaouais, la Rivière-Rouge. Donc, ils descendent la rivière avec le bois. Une fois qu'ils l'ont coupé, ils redescendent. Oui. Et tranquillement, ce qui va donner vraiment... une impulsion, c'est la fondation de la Société de colonisation du lac Témiscamingue par les Oblats, diocèse d'Ottawa. L'archidiocèse d'Ottawa est contrôlé par les Oblats. L'Université d'Ottawa, c'est une université oblate au départ, c'est une université privée appartenant aux Oblats. Quand j'étudiais là, moi, c'était full Oblats. Le recteur, le chancelier, c'était des pères Oblats. Ils vont pousser pour amener des colons au Témiscamingue parce qu'ils constatent que les terres sont bonnes. Ce que tu mentionnais, la partie nordique autour du lac Témiscamingue, là, de Fabre jusqu'à Notre-Dame-du-Nord puis Nedlec. Très, très bonne terre agricole, un argile de qualité, bon drainage. Et on est dans la période où l'idée de coloniser de nouvelles terres devient une espèce de leitmotiv parmi les élites religieuses et les notables, parce qu'on est dans la grande période de perte de population, d'hémorragie démographique énorme, vers l'Ouest canadien au départ, puis ensuite vers les usines textiles de la Nouvelle-Angleterre. On considère là, qu'il est peut-être parti 1 million de Québécois en dedans d'un siècle. Là. Donc, il y a plein de monde qu'il faut lutter contre ça. Et la solution, c'est la colonisation. Et les premières terres, bon, on parle du Saguenay, mais surtout du lac Saint-Jean. Et c'est de la colonisation qu'on appelle volontaire ou un petit peu assistée, du style 19e siècle, ce que tu mentionnais au sud de la ligne de partage des eaux. Et ça va donner le Témiscamingue rural, là. Le vieux Témiscamingue, là, de Fabre, Notre-Dame-du-Nord, Béarn, Ville-Marie, Lorrainville, Fugerville, et un peu plus tard, l'Est Témiscamien, là, autour de... Donc, ça se passait beaucoup au Témiscamingue, à ce que je comprends, mais qu'est-ce qui a fait que ça a comme pivoté? Parce que maintenant, la majorité de la population est du côté de l'Abitibi. Il y a un peu moins de population du côté de Témiscamingue. Il s'est passé quoi? Un mouvement massif des gens ou... C'est qu'à mesure que la crise démographique prend de l'ampleur, la colonisation va devenir de plus en plus comme la seule solution pour sauver le peuple canadien-français catholique. C'est ça à l'époque. Là. Oh oui. Et il y a toute une idéologie qu'on a appelée l'agriculturiste qui se développe en disant le peuple canadien-français n'est pas fait pour l'industrie, n'est pas fait pour le commerce, c'est fait pour occuper des terres, avoir des grosses familles. Mais justement, l'agriculture, c'est plus du côté du Témiscamingue, non? Ouais, non, mais c'est une manière générale. Là, ce qu'on appelle l'agriculturiste, c'est occuper le territoire, implanter des familles, implanter des nouvelles paroisses. Et au début du 20e siècle,
il se développe tout un appareil de propagande. Là, si on parle de l'abbé Ivano Caron, le ministère de la colonisation publie des pamphlets sans arrêt de colonisation. Emparez-vous du sol, c'est le slogan. La conquête du Nord, emparez-vous du sol. Et on développe une vision, à l'époque, de 40-50 paroisses de colonisation. Et bon, ça fait un diocèse. On voit même des colons jusqu'à Matagami à l'époque. Mais comment est-ce que ça bascule vers l'Abitibi à ce moment-là? C'est vraiment la clé, c'est l'industrie lourde et le chemin de fer. C'est le chemin de fer. Donc là, on passe le chemin de fer, comme on disait, en 1913-1912 à Amos. Et là, le haut du bassin versant de la baie, c'est-à-dire le bout du bassin versant de la baie James se débloque pour sortir de la Pitoune. Et au moment où on construit ce chemin de fer-là, il y a des espèces de trouvailles un peu hasardeuses, providentielles. Quelqu'un trouve une espèce de roche d'argent près de Cobalt. Donc là, ça, c'est le Silver Rush de Cobalt. Ça, c'est un peu avant. Mais là, rapidement, on va se rendre compte que parce qu'on savait qu'il y avait du cuivre au Témiscamingue, à Belle-Terre, Au Témiscamingue, oui, du côté de il y avait une seule mine, là, c'est ça. Mais là, l'Abitibi, on va rapidement se rendre compte que le sol est riche de minerais. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il va y avoir de la prospection, il va y avoir une ruée vers l'or, justement. L'an 1 de ça, c'est probablement la trouvaille de Renault au lac Fortune, près d'Arnfield. Ouais. Ouais. Donc, c'est là que la famille Acati est arrivée. Exactement. Mais avant ça, il y a l'ouverture de ce qu'on appelle l'Abitibi agricole, agroforestière, chemin de fer. Et ce chemin de fer-là, c'est le dernier des grands transcontinentaux en Amérique du Nord. Wilfrid Laurier, qui fait son élection, je pense que c'est 1904. Puis, la vision, c'est un peu comme le Canadien Pacifique a fait la fortune des conservateurs de Johnny MacDonald. Le transcontinental entre la Colombie-Britannique jusqu'à Moncton, au Nouveau-Brunswick, va faire la fortune du Parti libéral et de Wilfrid Laurier. La fortune personnelle. Oui, parce que ça a été assez scandaleux, là. Et c'est un projet monumental à l'image du canal de Panama à l'époque. 20 000 hommes, mais ça fut un gouffre financier scandaleux et ça a donné naissance au Canadien national, là, Canadian National Railways à l'époque, le CNR, parce que dans l'après-première guerre, il y a faillite en chaîne de plusieurs compagnies forestières ferroviaires. Et le gouvernement du Canada est obligé de les récupérer puis les amalgamer dans une seule compagnie d'État qui va être le CN. Et c'est le CN qui va gérer le transcontinental. Et ça permet l'arrivée massive de colons dans le cadre d'une colonisation beaucoup plus encadrée, avec des missionnaires colonisateurs qui amènent les futurs colons choisir leur terre, faire venir leur famille. Et ça crée la fortune des scieurs de bois avec le transcontinental. Et ce qui est particulier, c'est quand les colons arrivent, la forêt est intacte parce qu'il n'y a pas eu encore de bûcherons. Le bois aurait flotté vers la baie James et la baie du Tisson. Et les colons ont accès à leur bois sur leur terre, contrairement aux colons du Témiscamingue, où il n'y a plus de bois sur les terres parce que les compagnies sont déjà passées. Et partout, le long du chemin de fer, les premiers villages et les premières scieries. Et des très grosses scieries. Si on prend là, La Reine Macamic, La Sarre, Tachereau, Amos, Barreau, Sainte-Terre, il y a des scieries partout. Pour le marché extérieur, plus que pour le marché intérieur. Puis quand on regarde une carte, on voit vraiment que ça, c'est au nord de la 117. C'est la bande qui longe le long du chemin de fer. Le long du chemin de fer. Justement. Donc la 117, c'est un autre épisode encore. Là, jusqu'aux années 20, puis après coup, on va commencer à rentrer à l'intérieur des terres, le long des voies d'eau, comme Palmarol, jusqu'à Poulari, mettons, de ce côté-là. Si on va du côté de Barreau, la Morandière, on pénètre un peu à l'intérieur des terres. Et l'arrivée du chemin de fer va déclencher aussi la prospection, parce que c'est une voie d'accès. Hein? Les prospecteurs là, qui découvrent la mine Sullivan, la Sico du côté de Val-d'Or, ils débarquent à Amos. Et entre autres, il y a un bureau des mines à Amos, hein, Hector Autier, agent des terres et des mines. Et comme il y a le téléphone, il va faire fortune des mines parce qu'il a accès à l'information préférentielle. Privilégié, ouais. Et les autres prospecteurs arrivent du côté ontarien par les voies d'eau. Haileybury, mais lac Témiscamingue, ainsi de suite, lac des 15, le circuit là, des Dumulons, là, par la rivière Kinodjévis. Et il y a un bureau des mines et des terres à Ville-Marie.
aussi. Parce qu'on parle de mouvement de population. Justement, il y avait beaucoup de francophones à l'époque là, dans le Nord ontarien. C'est pour ça qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Relativement assez nombreux dans les zones agricoles, soit le Témiscamingue ontarien, là, le Témiscamingue, ce qu'on appelle les Treetowns, là, et le long du chemin de fer dans le nord jusqu'à Hearst, assez que Lionel Groulx, qui est un penseur nationaliste à l'époque, là, au début du siècle, même jusqu'aux années 50, qui était très influent, voyait par le nord de l'Ontario la possibilité de franciser, de rejoindre nos frères francophones du côté Manitoba. Du Manitoba. Et même les anglophones se sont inquiétés de ça à un moment donné. Entre autres parce qu'il n'y a que des Canadiens français qui sont vraiment intéressés à faire de la colonisation agricole dans le nord de l'Ontario. Les anglophones, c'est les mines puis la forêt. Puis le gouvernement ontarien ne pousse pas la colonisation. Hein. Pour eux autres, en Ontario, colonization, c'est l'accès aux ressources, exploiter les ressources du milieu. Ce qu'on appelait la colonisation au Québec, eux autres, c'est settlement. C'est s'installer sur le territoire. Moi, j'ai fait l'étude, les propagandes des deux provinces. Il y a vraiment un différentiel de leur vision du développement. Deux stratégies complètement différentes. Pour le développement nordique, oui. Okay. Le gouvernement ontarien il a créé un chemin de fer qui est un success story ferroviaire, ce qu'on a appelé le Ontario Northland aujourd'hui. Témiscamingue et Northern Ontario Railway, à mesure que les découvertes minières se passent là, à partir de Cobalt. Un chemin de fer de North Bay et qui atteint la baie James, motionné en 1931. Quand même. Sud-nord. Et ça, quand j'ai un success story, là, ça a donné une compagnie d'aviation, une compagnie d'autobus et une compagnie de télécommunications. Pas RNC Média. Non. Oui. Oui? Quand on dit télécommunications, là, à l'époque, là, qu'on faisait 0 opératrice, je voudrais avoir tel numéro, c'était à travers Ontario Northland Telecom. OK. Le premier signal de CKRN TV est venu par le réseau de tours, comment on appelle ça, les coupoles, mais ça venait d'Ottawa, le long de la ligne micro-ondes. Le réseau micro-ondes de Ontario Northland Telecom, pour te dire comment c'est un success story. Et c'est ça qui permet aux premiers colons, hein, ils montent par l'Ontario, puis rendus à Cochrane, ils sautent sur le transcontinental. Mais c'est beaucoup plus massif. Hein. On parle de transport. Les rivières, ça a été comme nos premières autoroutes. Il y a eu ensuite le chemin de fer, mais il y a aussi une anecdote, ou en tout cas un pan de notre histoire que peu de gens connaissent sur Rouyn-Noranda, que je trouve assez intéressant, c'est que notre fameux lac Ossisco, à une époque, ça a aussi été notre aéroport. Là. C'était l'hydrobase du Nord-Ouest. Ah oui? Ouais, jusqu'en début des années 50. Ouais. Premier service aérien régulier au Canada, ou du moins c'est ce qu'on dit dans l'histoire de Rouyn-Noranda. Je crois bien que c'est ça. Là. C'est ça, avec la prospection qu'on a évoquée et tout ça, quand on trouve le filon, là, ou du moins à Rouen, quand on trouve le cuivre, là, quand Edmund Horne trouve le cuivre, très rapidement, il y a une ruée vers l'or qui s'organise. Donc là, on monte en canot par les rivières. Mais très rapidement, il y a des gens aussi qui vont flairer le bon plan, que si on amène les gens en avion, c'est beaucoup plus rapide. On peut aussi amener des denrées, tout ça. Donc là, sur le lac Ossisco, là, ça va fourmiller d'avions là, très rapidement. Là, pour les gens qui connaissent là, les pourtours du lac Ossisco, là, tout sur le flanc sud, là, près de la pointe du Mulon, le quai fédéral, et de l'autre côté également. Tout le ça, quai ça 53, là, on a eu un bar pas longtemps qui s'est appelé comme ça, en l'honneur de ce pan-là de notre histoire. Est-ce qu'il a vraiment existé? Ça, je ne saurais pas dire. Moi non plus. C'est qu'en 23, il y a du chemin de fer à proximité. Hein? Le Canadien Pacifique monte sa ligne ferroviaire jusqu'Anglier avec la création de la Riordan et du gros dépôt forestier d'Anglier, qui est vraiment la base d'opération de la Canadian International Paper pour tous les chantiers là, de la Kino-Javis jusqu'au lac Pressac. Et ça permet, comme tu dis, la création d'un service quotidien d'hydravion entre Anglier, le lac Ossisco, le lac Fortune il se pose sur le lac Fortune avant. Et premier service régulier quotidien. Il y a plusieurs compagnies qui sont succédées. Dans les années 30, il y a 4 compagnies qui opèrent sur le lac Ossisco. Et le différentiel, c'est que toutes les compagnies d'hydravion qui desservent la région sont établies sur la rive sud du lac
du côté Rouen, tandis que la ville de Compagnie fermée sur la rive nord, Noranda, pas question d'avoir quoi que ce soit sur son bord de lac. Hein? C'est pas pour rien, là. C'est pas parce que les compagnies d'aviation faisaient des choix, c'est que du côté de la ville de Compagnie, Noranda, pas question d'avoir d'installation industrielle jusqu'à très tard, là. Du côté de la 14e puis de la 15e, là, c'est la première fois qu'il y a vraiment de l'industriel d'installer à Noranda. Tout le reste se passe à Rouen. Et comme tu disais, là, c'est vraiment la découverte d'Edmond Horne en début des années 20, là, qui amène une ruée minière sans précédent, un Klondike québécois, un Klondike en terre du Québec, parce que c'est une méga découverte. Tout le monde cherche de l'or, mais la méga découverte, c'est avant tout un immense pot de cuivre, hein, ce qu'on appelle l'amas supérieur H et inférieur, là, c'est énorme. Ça a duré 50 ans d'exploitation et il y a beaucoup, beaucoup d'or, plus d'or que dans toutes les mines d'or de la région, mais c'est la cerise sur le gâteau, l'or. Ah, c'était pas prévu comme ça. C'est-à-dire qu'ils exploitent ce qu'ils ont trouvé, le bonus. mais c'est un bonus. Beau bonus. C'est un méga bonus. Surtout la mine d'Hornfield, d'Hornfield, c'était que de l'or. Tandis que la production principale, la Horne, c'est du cuivre. De là, une fonderie, une usine métallurgique. Mais ils sortent tellement d'or qu'ils vont devenir un empire minier, dans le temps de le dire, là, en 30-40 ans. Noranda Mines Limited, là, c'est un empire minier à travers le Canada, avec déjà des possessions à l'extérieur du pays, qui va devenir Minéraux Noranda, qui va être mangé par Extrata, puis ainsi de suite, là, jusqu'à Glencore aujourd'hui. Mais c'est ça qui lance l'aventure minière. Et moi, je dis toujours qu'on est physiquement une zone de transition entre le nord et le sud, entre le sud et le nord, tu sais, que ce soit au point de vue physique, mais en termes géostratégiques ou géopolitiques, on est une région hétérogène. Les régions administratives avec un trait d'union, habituellement, là, Saguenay, trait d'union, Lac-Saint-Jean. Ouais, ça, il y a eu des fusions. C'est accolé de façon un peu nous autres, on est artificielle, Abitibi, trait d'union, Témiscamingue, mais le trait d'union, c'est la zone minière. C'est ça qui fait que notre région se constitue. Les deux se joignent Parce que ensemble. jusque-là, il n'y a pas de lien. Quand mon grand-père part d'Amos en 1920, puis il va aller à Ville-Marie, il faut qu'il prenne le chemin de fer à Cochrane. Il descend jusqu'à Ille-et-Barré, puis il traverse le lac. On fait un beau lien avec le segment avant où je disais qu'il y a vraiment, comme on dirait, une espèce de différence entre les Témiscabitibiens et les Abitibiens. Là. Il y a comme... Témiscabitibien, ça n'existe pas tant qu'à moi. Ouais. Hein, c'est, comment il s'appelle, notre recteur Rémi Trudel qui a sorti ça à l'époque. Là, Il n'aimait pas qu'on les appelle comme ça. Non, c'est qu'il a lancé ce terme-là pour créer une espèce d'unité, mais les gens se disent Témiscamien ou Abitibien. Si tu demandes à quelqu'un qui se fait interroger à Montréal, tu viens d'où? De l'Abitibi ou du Témiscamingue. Il dira pas Abitibi-Témiscamingue. T'es Témiscamien ou Abitibien, tu sais. Puis le Témiscamingue arrête à Nedlec, puis l'Abitibi commence à Relais, même si physiquement, le Témiscamingue va jusqu'à la ligne de partage des eaux. Mais historiquement, la région minière, on dit l'Abitibi rural, l'Abitibi minier et le Témiscamingue. Puis quand je dis rural, il faut parler agro-forestier parce que la forêt domine économiquement le secteur agricole. Mais le trait d'union, c'est vraiment la région minière qui a soudé et qui a fait que les communications se sont soudées. Hein? Les grandes routes, là, Macamic, Rouen, Rouen-Anglier, Rouen-Nedlec, c'est à travers la région minière que se fait l'unification territoriale. Et ensuite, les plans de colonisation vont venir remplir les trous. Dans une vision, on n'a jamais fouillé pour voir s'il y avait un plan concerté pour dire on va planter des colons durant la crise économique dans les trous entre l'Abitibi... Mais c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça s'est fait en réalité, mais est-ce que c'était un plan concerté? Mais la réalité, c'est que on a occupé le territoire entre les trois régions préalablement occupées. Hein? Clérici, oui. De ce côté-là, Granada, Montbéliard de l'autre côté, vraiment, on a rempli les trous. Du côté de Val-d'Or, du côté de Malartic, on a vraiment rempli les trous entre les territoires déjà. L'étalement urbain avait déjà commencé. Étalement rural. L'étalement rural. Jean-Loup, je veux qu'on parle de la maison du Moulon parce que pour les gens de Rouyn-Noranda, on dirait qu'on la voit, voit presque plus. On est habitué de la voir, mais tu sais, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il arrive, puis il remarque qu'en plein cœur de notre centre-ville, il y a une espèce de maison en bois rond qui trône
là. Où on peut maintenant louer des vélos. Oui. Juste à côté des canots, des pédalos aussi. Ah, je savais pas ça. Je pensais que c'était juste des vélos pour faire le tour. Justement, on va avoir le président de Récréo Cisco qui va être là un petit peu plus tard pour nous parler de ces services-là. Mais moi, je veux qu'on parle de la Maison du Moulon. Pourquoi on a choisi de préserver cette icône-là à Rouyn-Noranda? Ben, c'est-à-dire, la Maison du Moulon a vraiment eu son importance au tout début du boom minier dans le canton de Rouyn, comme on disait à l'époque. Donc, c'est le premier magasin général qui est installé dans le canton. Alors, comme Benoît évoquait, quand Edmund Horne trouve le gisement, rapidement, on va s'installer du côté nord du lac Ossisco. On va installer la mine et sa fonderie. À Rouyn, c'est un genre de territoire désorganisé, un petit peu laissé aux squatters et à la fortune de ce qu'on voudra faire avec. Et là, la famille du Mulon, qui sont un peu des commerçants, tous ceux qui touchent à toutes sortes de choses au Témiscamingue, se disent, bon, ben c'est là qu'on va frapper le magot. Là. Donc, il y a de l'argent à faire là. Ouais, donc là, Joe Dumulon, le père de la famille, envoie son fils sur le lac Ossisco. Donc, le brave jeune Léon qui a 18 ans, je crois, à cette époque-là, 17 ou je sais pas, remonte la rivière des Outaouais, remonte la Kinodjévis et il vient s'installer de l'autre côté du lac. Là, lui, il voit déjà un petit peu que l'autre côté, ça commence à s'organiser, ça fait une mine. Lui, de son côté, il défriche une toute petite pointe, construit une cabane là-dessus pour passer l'hiver. Et là, hélas, pour les Dumulon, ça ne fonctionnera pas exactement comme on avait prévu parce que ce qu'on se rend compte, c'est que la minière en face va amener ses propres denrées pour nourrir ses ouvriers. Donc, on va avoir de la difficulté à placer notre stock de ce côté-là. Rapidement, ça va devenir plutôt une espèce de bureau de poste aussi. L'alcool, à cette époque-là, quand on n'est pas constitué en municipalité, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool sur le territoire. Donc, la Maison du Mulon, ça va aussi être une espèce de lieu où les contrebandiers vont venir tourner un petit peu et Joe du Mulon va s'organiser pour passer des bouteilles par la malle, notamment. Cathy, c'est là que ta famille allait magasiner. Oui, exactement. Ça se peut bien. Mais, donc, c'est ça, la Maison du Mulon, c'est le premier établissement commercial de la ville de Rouyn. Comment est-ce qu'on a décidé de le conserver? Ça, c'est une longue histoire que je vais vous épargner, mais c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est bien qu'on ait gardé ça. En plus, à 2 pas du lac Ossisco, c'est plutôt pittoresque. Là, à un moment donné, on s'est décidé aussi à reconstruire la toute petite maison derrière, qui a été la maison de la famille de Agnès et sa fille. Donc là, si vous venez en Abitibi et à Rouyn, venez visiter la Maison du Mulon. C'est vraiment... nous, on est en train de faire le renouvellement de l'exposition. D'ailleurs, comme tu disais, quand on est de Rouyn, on ne voit plus la Maison du Mulon. Bientôt, vous allez la voir et vous allez en entendre parler. On aura une nouvelle exposition. On va vraiment tout retaper le contenu. Là, en ce moment, c'est beaucoup axé sur... disons, l'histoire des mœurs et de l'alimentation des gens de l'époque. Donc, on a reconstitué un magasin général avec les produits qu'on vendait, tout ça. Et mais il y a encore, je veux le dire, on peut se procurer beaucoup de produits régionaux là, à la Maison du Mulon. C'est encore un magasin général. Exactement, oui. On a gardé la vocation de boutique. Là. Il y a beaucoup de produits artisanaux, des artisans aussi de l'art de la région qu'on vend dans notre boutique. Et ce que j'ai appris aussi, justement, grâce à Michel Lessard de Récréo Cisco, c'est qu'il n'y a pas juste la Maison du Mulon, il y a encore un peu de vestiges autour du lac. Est-ce que c'est possible? Des vestiges des premiers établissements? Comme des restants de maisons. Sans doute que Michel t'a parlé de la maison de Burt McDonald qui est située sur une île du lac Ossisco. Donc ça, dernièrement, notre équipe d'archéologues à la Maison du Mulon ont déniché les vieilles fondations. Là, on voit les assises en béton de cette maison-là. Burt McDonald, on ne sait pas grand-chose sur lui. Là. C'était un prospecteur, un ami de Edmund Horne qui a trouvé le fondement, le gisement de la Noranda. Et là, lui, il a décidé de s'installer, c'est un peu extravagant, là, sur sa petite île. Et là, il y avait une espèce de pont. Là. Il y a des belles photos de ça là, aux archives. On voit bien que Burt s'était installé sur son île avec un petit pont qui relie à l'endroit où se trouve le couvent des Sœurs Auxiliatrices maintenant. Là. Donc, il y a ça. Est-ce qu'il y a d'autres
d'autres vestiges du Rouyn ancien? Non, parce que la plupart ont été démolis. Oui, c'est ça. Au départ, c'est le modèle qu'on appelle la log cabin, là, la cabane de boiron. Ouais, c'est Partout dans les régions nordiques, que ce soit au Klondike ou dans le nord de l'Ontario, parce qu'on construit avec les matériaux qui sont sur place, les troncs d'arbres. Ben, à Val-d'Or, justement, il y a le quartier Bourg-la-Marque. Le village minier, oui. Qui est encore bien préservé. Ça, pour ceux que ça intéresse, on en voit pas mal, des belles maisons en boiron dans ce coin-là. En parlant de la Maison du Moulon, moi, j'ai eu le privilège d'avoir fait l'étude d'interprétation historique de la Maison du Moulon. On est bien reconnaissant encore, d'ailleurs. Dans les années 70, mais j'ai eu le privilège de faire des entrevues avec Léon Dumoulin avant sa mort. Okay. Il était déjà assez malade. Et il y a comme une légende urbaine que, dans les faits, ce qui est arrivé aux Dumoulin, c'est que, premier arrivé, au-delà de leur magasin, il y avait d'autres bâtiments, une grosse écurie en location. Le premier poste de police était d'une cabane en boiron. Mais on est à l'époque de la grande spéculation minière, hein? Puis il n'y a pas d'autorité des marchés publics à l'époque. C'est tu peux te faire laver à vendre des parts de mine, acheter des parts de mine. Et ce que Léon me racontait, c'est que M. Dumoulin, père Joseph, était malade et c'est ses fils, plusieurs de ses fils qui s'occupaient de la business. Et qu'un des fils qui gérait l'argent, il a perdu l'argent à bourse plutôt que de payer les fournisseurs. De là, la partie magasin est tombée parce que paye pas tes fournisseurs, t'as plus de marchandises. Puis, de fil en aiguille, ils ont été les premiers, mais ils n'ont pas été les seuls. Il aurait resté, heureusement, le bureau de poste. Et quand le bureau de poste s'installe rue Perrault, en 1932-33, dans un beau bâtiment en briques qui existe toujours. Ben oui, c'est encore là. Oui, qui est le manège militaire. Agnès Dumoulin demeure maîtresse de poste. Oui, maître de poste. Une des premières maîtres de poste, une femme au Canada. Et très longtemps. Et la partie magasin, bureau de poste va devenir la maison de famille après coup. OK. Oui, le grand magasin, là, la grande bâtisse, va devenir la maison de famille. Mais ça, la partie spéculative puis faillite, c'est sûr que c'est pas ma vedette, là, ça demeure légende urbaine, parce que c'est Léon qui racontait ça, puis bon, dans la famille, quelles étaient les relations entre les frères, puis ainsi de suite. Mais c'est ce qu'il m'a raconté. Et il était vraiment aux premières loges, parce qu'il était le premier à rester sur place, lui, à l'hiver 24. Bûcher du bois pour construire le magasin en 25. Écarrir le bois à la hache et tout ça. Il a toujours été, lui, à Rouyn-Noranda, tandis que les autres frères faisaient le va-et-vient entre Ville-Marie et ici, parce qu'ils s'occupaient, entre autres, de la navigation à partir du rapide des Esturgeons. Les Dumoulin ont aussi un relais de navigation sur la Kinojevis. Du rapide aux Esturgeons jusqu'au lac Rouyn. Et au départ, leur première cache est au lac Rouyn, parce que c'est là qu'on pense que la ville va s'établir. C'est un fait méconnu, ça. Le Rouyn-Noranda a failli se trouver sur les rives du lac Rouyn et non du lac Ossisco. Le cimetière Saint-Michel. Oui. Mercierville. Parce qu'on pensait que le développement minier se ferait là, puis que le développement urbain se ferait là, jusqu'à la découverte de Horn, où là, ça change le portrait. Le centre de gravité se déplace. Le centre de gravité se déplace au lac Ossisco. On parlait de vestiges. Il y en a là-bas des vestiges, non? De juste Mercier... Ça, je ne sais pas. OK, je croyais avoir... Je ne l'ai jamais constaté moi-même, mais je croyais avoir entendu ça. Oui, il y a déjà quelqu'un qui a trouvé un piquette qui servait à délimiter, à cadastrer les futures rues qu'on envisageait de faire. Donc, je crois qu'il y a un piquette qui est écrit rue de l'église ou quelque chose de même. Il n'y a jamais eu d'église. Il y a eu jamais eu rue de l'église. Non, parce qu'il y a eu un plan d'urbanisme. Oui, il existe. Il est très beau, d'ailleurs. C'était ambitieux. Les gens qui sont intéressés, il y a un piquette à aller visiter à Rouyn-Noranda. Je crois qu'on l'a délogé de là. Il est dans la collection personnelle. C'est comme dans le coin où il y a les sentiers... du lac Rouyn, exactement. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. Il y a des sentiers traditionnels de portage autochtone à cet endroit-là. Donc, comment est-ce que... Tu sais, Benoît, il a esquissé un petit peu la question tout à l'heure quand on était au tout début de la colonisation, mais
pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de peuplement traditionnel très bien installé et documenté dans la région immédiate de Rouen? Il y en a partout autour, qu'on ne se méprenne pas, mais à Rouen, parce qu'on est dans un cul-de-sac de navigation, plus ou moins, mais il y a des chemins de portage traditionnels autochtones. Là, ça, les pionniers que, d'ailleurs, Benoît a interrogé il y a plusieurs années, le disent. Ils disent, quand on arrive, il y a un chemin déjà. Comment ça se fait? Le chemin est là, donc les Autochtones venaient pêcher, sans doute chasser sur le lac Ossisco. Oui, il y a une chose que le temps file, malheureusement. J'aurais aimé qu'on puisse déborder. Mais il y a une chose que je veux comprendre avant qu'on se quitte, c'est qu'au départ, Rouyn-Noranda, c'était vraiment une ville cosmopolite. Là. Il y avait des Russes, des Polonais, des Italiens, des Allemands, des Ukrainiens. Là, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec la mosaïque. Oui, on a beaucoup de nationalités, mais pas nécessairement en grand nombre. Je veux dire, on ne peut pas comparer à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces gens-là? Ils ont quitté? On peut comparer à Montréal, toute proportion gardée. Ben, en termes de quantité? Non, pas en termes de quantité. C'est ça, je veux dire. Mais où on peut comparer, c'est qu'en dehors de Montréal, Rouyn et Noranda, à l'époque, 2 villes très différentes, c'est la seule agglomération urbaine où l'immigration a joué un rôle majeur dans le peuplement initial et le développement. Il y a près de 1/3 de la population au premier recensement en 1931 qui sont des immigrants. Et en 1941, je le sors de ton livre, de ton dernier livre, mais Rouen est la 2e ville la plus cosmopolite du Québec après Montréal. Après Montréal. Et dans la région, il y a un autre cas qui est Témiscamingue avec le moulin Kipawa. Et là, c'est surtout des Scandinaves. Thorne, le créateur du moulin et de la ville, c'est un Scandinave. Mais on dit 18% de la population d'origine à Témiscamingue lors de la création de la ville en 1918 est d'origine étrangère, tandis qu'ici, c'est pas loin de 33%. Okay. Si on les voit moins, c'est à cause du métissage? Il y a eu un exode, c'est-à-dire que quand les grandes minières, ça a commencé à ralentir les minières, ben là, ces gens-là, c'était des ouvriers miniers de carrière. L'apogée, c'est recensement de 61. Il y a 3400 gens qui se déclarent au recensement d'origine haute, pas nés au Canada, d'origine étrangère, et ça représente 10,6% de la population de Rouyn et Noranda, qui est à son apogée. 30 000 quelques 100 personnes. Là. Aujourd'hui, dans le milieu urbain, il y a à peu près ça. À l'époque, là, c'est vraiment l'apogée parce que Rouyn et Noranda, ce sont 2 villes encore en 60, mais au total, font 30 000 quelques 100 personnes. Et ce que tu dis, là, c'est réel parce que c'est le début des fermetures de mines. Hein? L'Ironfield ferme assez vite, mais les grosses mines de cuivre la Noranda en 76 de Rouyn-Noranda, c'est-à-dire la Horn, la Waitemulette. Hein, la Horn, c'est 2000 hommes. La Waitemulette, là, c'est 700-800. La Quémonde, c'est pas loin de 600. Puis la proportion de ces travailleurs-là qui sont d'origine de l'Est de l'Europe est très importante aussi. C'est les plus anciennes, donc les immigrants sont concentrés là. Et il y a eu la fameuse grève des Fraux qui a fait partir beaucoup d'immigrants, mais il y a la deuxième vague. La deuxième vague d'immigration de l'après-guerre a rempli les cadres. Hein. Il est rentré pas loin de 1000 personnes entre 46 et 55, là, des nouveaux immigrants. Et c'est les fermetures de mines, mais accentuées, des motivations économiques accentuées par la montée du nationalisme québécois. Par le paysage social qui change au Québec. Socio-économique, avec l'arrivée du Parti québécois au pouvoir, francisation avec la loi 101. Et ces immigrants-là, leur pays d'accueil, c'est le Canada et non pas le Québec. Et leur langue de communication commune avec leur environnement et leur langue de travail, c'est l'anglais. Et il y a un phénomène aussi économique d'attraction vers le boom manufacturier du sud de l'Ontario, dans l'automobile. Bon job, bien payé. Fait que là, on perd bien du monde. C'est-à-dire que les mineurs francophones vont aller vers les autres mines qu'on appelle de 2e génération, Chibougamau, Chapais, Matagami, Joutel, tandis que les immigrants, pas beaucoup. Moi, pour avoir fait des entrevues avec des mineurs à Chapais, il me parlait de temps en temps un Italien par-ci ou un Polonais, mais rien à voir avec les mines de l'Abitibi. Je voudrais juste ajouter très rapidement que c'est vrai qu'on les voit moins, on les entend moins, il y en a moins en proportion. Par contre, la ville de Rouen, elle est durablement marquée par ce passage-là, culturellement même. Et il y a l'église ukrainienne. Le paysage urbain, l'église ukrainienne, l'église orthodoxe russe, la synagogue. Il y avait des centres communautaires que Benoît a très bien répertoriés dans son œuvre aussi. Vraiment, le tissu urbain de la ville
quand on y prête l'œil, là, on voit ça partout. Là. Il y en a eu, et ils ont laissé leur marque aussi. Là, maintenant, on peut visiter l'église orthodoxe russe quand on vient à Rouen. C'est très intéressant. Donc, il y a des coins intéressants pour les amateurs d'histoire. Dans notre culture, contrairement au Témiscamingue puis à l'Abitibi rural, qui sont essentiellement canadiens-français catholiques à l'époque, dominés par le clergé qui est omnipotent, jusqu'aux années 60, là, quand ils perdent le contrôle sur l'éducation, puis la santé, puis les services sociaux. Ici, dans les villes minières, mais surtout à Rouyn-Noranda, parce qu'on a eu plus d'immigrants qu'à Malartic ou à Val-d'Or, ça fait une société beaucoup plus ouverte sur le monde, beaucoup plus tolérante. Dans ma jeunesse, moi, fréquenter des jeunes Polonais, des jeunes Ukrainiens, des ruelles, puis des anglophones. Je viens d'un quartier mixte où il y avait des Anglais, des francophones majoritaires, mais forte minorité anglophone, forte minorité immigrante. Notre langue commune, c'était l'anglais. Ce qui fait qu'en rentrant en première année à l'église Sacré-Cœur, à l'école Sacré-Cœur, je parlais déjà anglais. Parce que je l'avais appris dans les ruelles puis dans la rue. Parce que quand on est jeune, on apprend comme ça. C'est ça. Ça rentre bien. Là, aujourd'hui, c'est Netflix. Ouais. C'est parce qu'il y a encore Neighbor qui entretient... Oui, aussi. Puis on a une école anglophone aussi. Il y en reste une, oui. Ouais. À l'époque, il y en avait plusieurs. Avant qu'on se quitte, je veux donner droit de parole à Louis-Paul. Donc, tu t'es penché sur l'histoire de la 117. Là, si aujourd'hui, justement, il y a des gens qui nous écoutent, qui l'empruntent, puis c'est facile. Il y a pas si longtemps, c'était pas si simple que ça, là, se rendre à Montréal. Non, c'était toute on peut dire une traversée, parce qu'il y avait effectivement la traversée de la réserve phonique, qui était autrefois la réserve phonique Mont-Laurier-Sainte-Terre. Parce que dans le fond, ce qui est la 117 dans les Laurentides, c'était la route 11. La partie là, de Montréal à Saint-Jérôme, c'est comme une longue ligne droite. Évidemment, là, maintenant, les gens prennent la 15, mais la 117 est juste à côté. C'est droit. Ça, c'est la route 11. Ça continuait. Dans le fond, la 117, elle entrecroise l'autoroute 15 là, jusqu'à Sainte-Agathe, où là, l'autoroute 15 se termine et on fait dorénavant face à des feux de circulation et des ronds-points pour se rendre Mais en ça a Abitibi. été de la grosse gravelle jusqu'à quand, à peu près? Ça a été pavé, là, surtout... Bon, la route 11, là, qui reliait Montréal à Mont-Laurier pour ensuite redescendre vers Gatineau, ça, à ma connaissance, ça a été pavé dès que ça a été arpenté, là. Mais après ça, un peu passé, donc la route 11 se rendait jusqu'à Mont-Laurier et un peu après, là, il y a Saint-Jean-sur-le-Lac, puis entre Saint-Jean-sur-le-Lac et Grand-Remous, là, bifurquait vers le sud-ouest, dans le coin de Hautmont. Puis là, dans le fond, c'était la route 58 qui... Si on voulait venir en Abitibi, on prenait la route 58, ça passait par Grand-Remous, Montserrat et après ça, la réserve phonique. Là, la réserve phonique, ça à ma connaissance, là, on parle des années 40, même 50. Ça a été asphalté par étapes. Là, ça n'a pas été tout fait d'un coup. On parle quand même donc de... pour l'Expo 67, là, les gens qui sont allés, il y avait une belle route. Je crois, oui, rendu dans les années 60, oui, absolument. Mais il y avait une belle route, mais c'était pas la route d'aujourd'hui. On n'avait pas les accotements qu'on a. Les fameuses voies de dépassement qu'on réclame tout le temps. Et surtout, on n'avait pas fait les bouts droits. Hein? Ça évitait tous les obstacles. Fait que ça prenait beaucoup plus de temps. On était dans... moi, dans les années 62 ou 63, j'étais pensionnaire à Montréal et faire la route, là, quand mon père venait nous chercher, parce qu'on était plusieurs pensionnaires. C'était un pèlerinage. Ça va être long, là. Il venait nous chercher pour Noël, nous redescendre en Abitibi. C'était une expédition. C'est ça, là, c'était quelque chose. Ça prenait des pelles, des chaînes, du sable dans le coffre arrière, et en été, ça prenait plusieurs pneus de secours. Pour les parties de gravelle, ainsi de suite. Bon. Et c'est à partir des années 70, là, systématiquement, on a fait des bouts droits pour éviter... tous ces détours-là. Oui, et ce qui prenait 10 heures aujourd'hui, dépendant de ta vitesse... Ça dépend de la vitesse à laquelle on roule. Oui. Et l'heure à laquelle on roule. Et l'heure à laquelle on part. Oui. Justement, sinon, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un fait, une anecdote, qu'est-ce qui t'a surpris, disons, quand tu t'es penché sur cette route-là? Moi, j'ai été immédiatement fasciné par ces anciens tronçons de route. Il y a même... ça, on peut encore les apercevoir, là, ces déviations-là. On voit la vieille route qui part dans le bois. Il y a même une place dans le nord du
du parc, là, autour du kilomètre 418, où on voit un ancien ponceau de béton sur une de ces routes, une de ces tronçons abandonnés. Mais moi, je pense que ce qui m'a peut-être déclenché un peu cet intérêt, là, disons, plus secondaire, puisque c'est pas professionnel pour moi, mais c'est au début, là, dans les premières années que j'étais établi ici, un de mes collègues à l'UQAT, on parlait de la route, justement, puis il me disait, hey, tu sais, quand tu es dans le coin du domaine, entre le domaine puis le lac Roland, il y a une vieille piste d'atterrissage. Tu regarderas ça, puis moi, une piste d'atterrissage en plein milieu du parc. Puis effectivement, il y avait toute une série de bases, de pistes d'atterrissage et de bases aériennes là, qui ceinturaient le nord du Canada là, à l'époque de la guerre froide. Et on a un vestige de ça. Elle est encore là. Elle est encore là, absolument. Elle est cachée par les arbres. Oui, mais elle est juste à côté de la 117. Je me souviens de... Dans une moraine, là, il y a du sable en masse. Exactement. Puis moi, je me souviens, je disais à ma blonde, on revenait de Montréal, ça a l'air qu'il y a une piste dans ce coin-ci. Puis là, je la voyais pas tout à coup. Entre les arbres, je vois de l'asphalte. Juste là, c'est complètement improbable. On est dans le plein milieu du parc de la Vérandrie. Puis c'est ça, on est allé, je sais pas combien de fois on est allé dessus. Là, puis là, il y a des gens qui s'amusent en moto. C'est quand même 1,5 km. Tout droit. Exactement. Bon. Il y a même eu des légendes que des trafiquants de drogue atterrissaient là. Sans cachette. Mais elle est praticable, cette piste. Il y a des vidéos YouTube de gens qui atterrissent là. Ils ont de l'asphalte qu'on connaît pas pour nos routes principales. Clairement, c'est beaucoup mieux conservé que notre 117 qui conserve des pans. Les ingénieurs avaient des secrets qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est en béton, une piste d'atterrissage. À l'époque, les deux lieux pour arrêter, qui étaient Dorval Lodge et O'Connell Lodge, l'ancêtre du domaine, c'était privé, les deux. C'est plus tard que l'État québécois a récupéré l'ancien O'Connell Lodge, là, les vieux bâtiments qu'on arrive là, à gauche. Si tu arrives de Montréal, c'est à gauche. Ouais. Mais du côté droit, là, il y a d'anciens bâtiments. Ça, c'est l'ancien O'Connell Lodge. Et c'était vraiment le lac du Loup, le lac au Loup. Ça s'appelait comme ça. Il y avait déjà là, pour le camping, la chasse, puis tout ça. Mais c'était très surveillé à l'époque. Là. Oui, et d'ailleurs, si on veut savoir de quoi avait l'air la 117 là, à l'époque, dans le fond, la 117 contourne aujourd'hui le domaine depuis plusieurs décennies maintenant. Mais dans le fond, si on veut sortir au domaine, on se trouve à prendre un ancien tronçon de la 117 et dans le fond, on voit, c'est beaucoup plus étroit, il n'y a pas d'accotement, les arbres sont beaucoup plus proches, les chevreuils, il n'y a aucune façon qu'on peut les voir sur une route. Les gens qui sont sur la route vont peut-être approcher bientôt de cet endroit-là, vont pouvoir aussi essayer de surveiller s'ils sont capables d'apercevoir cette fameuse piste d'atterrissage. C'est entre le lac Roland et le domaine. S'ils sont rendus au domaine, ils sont trop loin. Le temps a filé beaucoup trop rapidement. Je sais qu'on aurait pu parler d'histoires comme ça pour l'entièreté du balado de 8 heures, mais malheureusement, on doit arrêter ça ici. Je vous remercie beaucoup tous les trois de votre temps. Vous avez été très généreux, puis merci beaucoup. Merci. Merci.